d'avoir réussi à créer un médium, une sorte de point de ralliement pour une communauté bien précise et qui te le rend bien. Il n'y a rien de plus beau, tu vois. Et bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Et non, ce n'est pas Jérémy qui vous parle. Pour une fois, on change les règles en interviewant lui. Nous sommes Lucille Faroni, Lighton et Victoria Ducré, des illustrateurs qui soutiennent Jérémy sur Patreon, et vous pouvez nous suivre sur Instagram @lucille.faroni, Lighton Art et Victoria Ducré. Ça fait maintenant 2 ans que nous l'écoutons poser des questions et fouiller dans les interstices de ses invités, sans pour autant savoir ce qui, lui, le fait se lever le matin. À la demande générale, nous avons donc décidé d'interviewer Jérémy. À circonstances exceptionnelles, épisode exceptionnel, du fait du confinement numéro 2, c'est chacun derrière nos ordi que nous avons orchestré l'enregistrement de ce podcast. On a embarqué avec les moyens du bord et un peu de timidité pour livrer un épisode riche en confidences. Faire parler Jérémy, c'est facile. Et vous le savez si vous avez déjà eu l'occasion de le croiser lors d'un événement. Il excelle en la matière. L'angle introspectif, décomplexé et très sensible de son podcast nous a touchés. Et si tu nous écoutes là, c'est que ça te parle à toi aussi. Jérémy, c'est notre copain punk bisounours, celui qui a fait preuve de générosité en venant nous chercher un à un et en nous disant « Allez, viens, parle-moi de toi, fais-toi confiance, tu vas tout déchirer ». Avec un style qu'il qualifie de faussement naïf et graphique, Jérémy est multicasquette et travaille régulièrement pour la presse comme Le Monde, Le 1, Télérama, L'Express, The Information aux États-Unis, Le Particulier, Alternative économique, dans l'édition parfois pour les éditions Flammarion, Erol, Bayard, Milan, parfois dans la pub pour Henken, vous avez sûrement déjà bu dans sa canette représentant la Belgique, les canettes de la Coupe du Monde qu'on a beaucoup bu, et dernièrement avec des collaborations pour Adobe. Dans cet épisode rempli d'ions positifs, Jérémy nous parle de la nécessité d'apprendre à se connaître, de l'importance d'être un chercheur et des lois qui régissent l'univers. Mise en lumière d'une personnalité singulière, attachez vos ceintures, ouvrez vos oreilles, place à l'interview de Jérémy Kleiss. Bonne écoute. Ok. bon, voilà, comme vous voulez. Ok. Bon. Vas-y. Alors, Jérémy, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? Ah, punaise, oui, c'est vrai. J'ai même pas réfléchi en amont à cette question. Non. Ah oui, c'est vrai. Faire quelque chose qui a du sens, faire quelque chose faire quelque chose qui crée du lien, faire quelque chose qui m'amuse, aller quelque part. J'ai vraiment besoin d'aller quelque part. À la boulangerie, par exemple. Exactement, oui, à la boulangerie. Déposer ton fils à la crèche? Ouais. Ça me motive, c'est clair, hein, ça me motive à sortir. On va dire que j'ai pas le choix. Même si je me lève avant, je vais courir et tout, faire mon petit sport avant que le fiston ne se réveille. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. Je pense que au plus le temps passe, au plus je suis motivé à sortir de mon lit. Le podcast, la communauté, voir que quelque part toutes les choses, les petits pions que tu mets sur place, les dominos que tu accumules portent du fruit. Il y a un vrai sentiment de satisfaction, comme quand tu cultives un jardin et que petit à petit tu vois les fruits pousser. T'as juste pas envie de le laisser. Ouais, et j'ai juste envie de continuer parce que ça m'enthousiasme trop. Et quand tu vois que ça marche, c'est magique. C'est magique. T'as juste envie de tracer. Il n'y a pas assez dans une journée, 24 heures. Mais bon, voilà, il faut faire attention quand même malgré tout à son sommeil et à pas trop en faire. Mais t'as juste envie de faire que tout avasse, tu vois. Tu m'étonnes. Est-ce que tu dirais que depuis que tu fais ce métier, t'as envie de te lever? Parce qu'on dit que quand on fait quelque chose qui nous plaît, on a envie de travailler. Est-ce que tu ressens ça ou est-ce qu'il y a aussi les jours où il y a la flemme? Non, il y a les jours où j'ai la flemme, mais c'est clair que depuis le jour où je suis devenu illustrateur, j'avais plus de mal à sortir de mon lit quand j'étais graphiste et quand je travaillais pas pour moi. Et je pense que de travailler pour moi, il y a un vrai sentiment de gratification et de responsabilisation. C'est-à-dire que quand tu réussis quelque chose, c'est pour toi les lauriers, et quand tu rates quelque chose, c'est ta faute et pas de la faute de quelqu'un d'autre. Donc tu peux pas dire c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, c'est elle, c'est toi. Et donc du coup, c'est à toi de chercher des solutions, c'est à toi d'avancer. Et donc du coup, moi je pense, j'en ai déjà parlé un peu sur le podcast, que
Le terme chercheur, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui, je trouve, me correspond de plus en plus. En fait, j'adore chercher, trouver le moyen d'arriver à mes fins, d'arriver à nos fins, pour que ce soit pas juste pour ma pomme, mais que ce soit tous ensemble. Et ce que j'aime bien dire, j'aime bien étudier les lois de l'univers, ou trouver comment ça fonctionne de manière organique. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est comme de la science ou de la chimie où tu fais des tests et puis petit à petit tu avances et tu vois que tu te rapproches, en fait. Et donc du coup, t'as juste pas envie de lâcher l'affaire. Et je pense que quand tu travailles pour toi, il y a pas de raccourci, et donc du coup, quand ça fonctionne, tu l'as pas volé. Ouais, Et ça c'est très satisfaisant, mais d'ailleurs il faut mordre sur sa chic parfois un bout de temps. Mais bon, toutes les découvertes, on le voit dans l'histoire, ça se fait. Tu peux dire que t'es illustrateur, auteur et chercheur. Oui, c'est ça, ouais. Chercheur. Tout à l'heure, j'en parlais avec Laurent. Je disais aussi entrepreneur holistique, c'est-à-dire que tout est oui, carrément. Et c'est vraiment, j'ai vraiment ce côté un peu entrepreneur où j'aime bien. Donc il y a le côté chercher, mais il y a aussi le côté entrepreneur, se lancer dans des projets, etc. Et puis parfois, j'ai un souci, c'est que parfois j'ai les yeux plus grands que le ventre, comme on dit, et parfois la réalité, même physique, elle me rattrape. Mais ouais, le fait que tout est connecté, en fait, Everything is connected, comme tu dis. Everything is connected. Ouais, grave. Puis si tu tentes rien, t'avanceras jamais au final. Donc vaut mieux en faire trop que pas assez. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est une bonne philosophie de vie. Au moins t'as de quoi faire sur la journée, quoi. T'es pas là. Comment est-ce que les choses et les clients vont arriver ou les projecteurs. Oui, ouais. Après, voilà, comme j'en ai déjà parlé sur le podcast, de temps en temps, tu te crames un peu, quoi, parce que à essayer des choses, parfois, ça prend plus de temps que prévu et on n'est pas des Superman. Mais ce que j'ai appris, c'est que malgré tout ce que tu sèmes, à un moment ou un autre, ça te revient. À moins que tu as vraiment semé de la mauvaise herbe. Donc, ça revient quand même, je pense. Vas-y, développe, Yoann, pourquoi? Non, je pense que si tu sèmes mal, tu finis par récolter au bout d'un moment des choses qui te correspondent pas et à recadrer, quoi. C'est vrai. Dans tous les cas, tu sèmes et tu récoltes. Ouais. Ça c'est pas simple, hein, ça par contre, c'est en effet de faire face à j'ai semé ça et ça craint du boudin. Et du coup, de devoir faire les corrections derrière. Mais malgré tout, ces corrections te permettent d'avancer. Et il y a des choses que moi, j'ai toujours été un peu impatient. Je pense que je suis pas le seul. Hein, c'est un peu assez partagé. Et je me suis rendu compte que c'est en fait quand tu lâches prise, c'est ce côté un peu holistique, un peu existentiel, machin truc, qui est un peu dans le podcast, mais que quand j'essaie de forcer les choses, alors certes, tu tentes, t'expérimentes, tu avances d'une certaine manière, mais je me suis rendu compte que la sauce prenait vraiment quand je lâchais prise. Quand quelque part tu abandonnes, en fait. Et quand tu abandonnes, c'est comme si tu disais un peu à l'univers, je vais utiliser ces termes-là, comme si tu disais à l'univers, ok, allez, vas-y. Et que lui, il fait, enfin, je peux prendre la main. Et il y a vraiment des choses que je voulais forcer et que quand j'ai lâché prise, 1 mois ou 2 plus tard, voilà, ça fleurissait. Et c'est dingue ce que tu dis, parce que je suis en train de me rendre compte exactement de la même chose. Et moi, je l'avais pas encore intellectualisé, mais là, ces derniers jours, je suis vraiment en train de me rendre compte de ça. De plus être dans le contrôle fric, ça t'apporte pas forcément ce que tu pensais, et le jour où t'abandonnes, tu lâches, il y a des choses qui viennent à toi, c'est assez dingue, tu peux pas tout maîtriser, quoi. Tu peux donner un exemple? Je trouve ça fascinant. Un exemple, par exemple, là, moi, j'ai publié une BD. Ouais. À côté de ça, je nourris des ambitions pour de plus en plus vivre de l'illustration. Et je faisais ma petite BD dans mon coin de façon vraiment secrète. Je pensais pas du tout la présenter à un éditeur, et puis ça s'est fait d'une façon rocambolesque. En une soirée, comme ça, tu rencontres quelqu'un, et puis une bière en amenant une autre, t'oses montrer ton travail que personne n'avait vu, et puis ça se fait, tu signes un contrat d'édition.
alors qu'à côté, t'es en train de démarcher comme une dingue pour de l'illustration et que t'avais aucun, comment dire, je prévoyais rien sur cette BD, quoi. Et le projet est trop cool. Voilà. Et ça, c'est un projet, une idée parmi tant d'autres, quoi. Tu peux te fatiguer à essayer que ça marche, et à côté, il y a un truc qui va se faire tout seul parce que juste, t'étais à ta place et tu faisais les choses de façon droite, juste pour qu'elle te parle à toi, et ça a parlé à quelqu'un d'autre, quoi. Exactement. Mais moi, c'est vraiment ce que je recherche, c'est cette histoire d'alignement, en quelque sorte. C'est quand t'es à ta place, en fait, tout coule de source. Ouais. Et c'est ça que mon travail de recherche sur le podcast, c'est de chercher cette sorte de justesse. Et en fait, la justesse se trouve aussi quand on n'est pas juste, quand on se gourre, etc., et qu'on n'est pas entièrement dans cette perfection totale, mais que quelque part on lâche prise. Et à quel moment tu t'en es rendu compte de ça? Parce que moi, j'ai l'impression que cette année, avec les confinements et tout ça, c'était un peu compliqué. Du coup, moi, c'est un peu pareil que Victoria. Me suis lâché un peu sur ce qui me faisait plaisir, et j'ai compris des choses, et ça a engendré d'autres trucs. Et toi, j'imagine que t'as peut-être pris un peu plus d'avance puisque t'as lancé le podcast et tout ça. Mais à quel moment tu t'es rendu compte de ça? De te lâcher un peu et de faire ce que te faisait plaisir pour que, voilà, juste te faire kiffer, quoi. En fait, le podcast, il est vraiment arrivé depuis que je me suis lancé en 2013 en tant qu'illustrateur. J'ai très très rapidement incorporé la stratégie, si je peux utiliser ce terme, du projet personnel. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure de projet personnel en projet personnel, j'ai par exemple fait un livre à colorier participatif avec un copain. C'était au tout début. Ensuite, j'ai fait les 100 Weird Faces. Les 100 visages bizarres, là, où j'ai expérimenté au niveau stylistique. Ensuite, j'ai fait mon premier zine, mon second zine. Donc là, on est déjà en 50 ans, je pense, à 4 projets personnels. Et c'était dans l'énergie de faire des projets personnels pour pouvoir montrer des trucs, ou alors c'était vraiment histoire de se faire kiffer, juste sans stratégie, du coup, comme tu disais? Les premiers, c'était sans stratégie. C'était vraiment pour tenter des trucs et pour s'amuser. Je pense vraiment que l'amusement, il est au cœur de ce qu'on fait. Quand cet épisode sortira, l'épisode de Beatrice Alemagna sera déjà sorti. Et à un moment donné, elle dit dans son interview avoir un objectif très clair en tête, mais y aller avec une totale nonchalance. Et en fait, c'est vraiment ça, parce que quand on se prend toujours la tête il faut que ça marche, et tu vois, c'est pour ça que le podcast, c'est des stratégies, des motivations. Je pense que quand on est que dans la stratégie, on force les choses, ça va pas. Mais je pense que quand on est dans les motivations, ce qui se cache derrière, quand on est dans le jeu, ou ce qu'on discute aussi régulièrement avec Laurent, le jeu du sans enjeu. Et tu vois, le podcast, quand je l'ai lancé en 2019, c'était un petit peu, ça englobait un petit peu tout ce que j'avais appris un peu sur moi. Et notamment l'aspect discussion. Vous savez aussi que dans mes projets personnels, notamment mes 2 derniers fanzines, travaillaient sur le sujet de la vulnérabilité. Je me suis rendu compte que quelque part, quand tu es à l'écrit, tu peux toujours éditer, changer les choses, tu peux changer ad vitam aeternam. Que quand tu enregistres, là, voilà, ce qu'on fait, c'est sans filet quelque part. Alors peut-être derrière, on peut légèrement cuté, mais en vrai, c'est nos voix, c'est nos erreurs, c'est nos hésitations. Et c'est ça que j'ai voulu capturer avec le podcast. Et donc, il y a ce côté sans filet. Et moi, je sais qu'au fur et à mesure du temps, mes interviews, j'essaie de moins en moins de les préparer et d'y aller un petit peu plus les mains dans les poches. Alors moi, j'ai un côté bon élève, donc ça me rattrape toujours. Et le côté bon élève, c'est aussi quelque part le fait de tout border, de tout préparer. Mais je me suis rendu compte que mes meilleures interviews, c'est celle où c'était beaucoup plus freestyle en fait. Et donc quand tu te rends compte que quelque part, quand t'es pas dans le contrôle, quand c'est freestyle, quand t'es à ta place, quand tu fais quelque chose que tu aimes, comme moi par exemple, avoir des discussions avec des gens, aborder des sujets qui m'intéressent, ou même tu vois sur le podcast, la saison 1 a été beaucoup plus axée comment faire pour arriver à, et la seconde saison qui se clôture avec cet épisode, j'assumais beaucoup plus mon côté holistique, psycho, existentiel truc. En fait, je me suis rendu compte que les gens ils me suivaient encore plus quand je m'assumais encore plus. Et donc je me suis dit bon ok, vous en voulez plus, je vais en donner plus, tu vois. Et le pire c'est que ça m'amuse. Donc du coup, il y a ce truc de totalement s'incarner
d'y aller, d'oser, puis comme un humoriste, tu vas sur scène, tu testes tes vannes, ça rigole pas, tu corriges derrière, tu retournes sur scène, et puis moi d'épisode en épisode je fais ça, et je pense que c'est la prise de risque constante. Moi je sors un épisode toutes les 2 semaines, donc du coup pas le choix, toutes les 2 semaines je dois être là, et donc en fait je me force à avancer et à raffiner ce que je fais, et c'est vraiment ce à quoi j'essaie d'inviter tout le monde, de quelque part s'organiser un terrain de jeu intentionnel où ça va être visible mais où on s'amuse, et en fait on a défini le cadre. Donc ça c'est l'aspect stratégique, parce que moi le podcast c'est altruiste, et en même temps ça me permet d'avancer moi, donc du coup il y a un côté un peu je sais où je vais aller d'un point de vue professionnel, plus ou moins, j'ai une certaine intention. Tu parles du podcast ou en général? Le podcast, il est lié évidemment à mon activité d'illustrateur, mais j'ai grosso modo une idée de où je veux aller, mais en vrai, je me laisse surprendre dans le voyage. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se laisser surprendre, et même peut-être faire complètement des détours qu'on n'avait pas prévus. Et ouais. Et d'ailleurs, pardon. Vas-y. Tu dirais que dans ton travail d'illustrateur et de podcasteur, tu dirais que ton côté introverti, te mettre à nu, entre guillemets, ça marche plus, donc, justement, dans cette saison 2, d'être plus authentique, de te livrer le plus possible sur ce que tu as dans la tête, dans les tripes. Oui. Attends, mais redis-moi la question. Est-ce que tu dirais que, par exemple, dans ta vie professionnelle ou d'illustrateur, auteur, podcasteur, ton côté introverti, comment tu as réussi à l'utiliser, à le rendre comme une force? Ouais. Bon, évidemment, beaucoup de gens ne soupçonnent pas ce côté introverti parce que et en même temps, c'est un peu le fil rouge de ton podcast aujourd'hui, de faire des sujets, comme tu disais, introspectifs et profonds. C'est ça, en fait. On soupçonne un petit peu quand même de par ta personnalité en t'écoutant. C'est les paradoxes, en fait. On est tous des paradoxes, et moi, j'aime beaucoup passer du temps avec les gens. J'aime passer du temps avec les gens. J'aime les gens. Mais j'ai besoin de me recharger tout seul, en fait. Et donc, c'est ce côté extraverti, introverti. Et aussi, comme beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais par exemple, je suis le premier à inciter les gens à sortir de leur caverne et d'aller voir du monde, ne fût-ce que pour développer des relations, même au niveau professionnel et tout. Et l'exemple de la galerie, tu vois, genre, moi, je déteste faire le premier pas. Je n'aime pas, et je pense que c'est bon de se rappeler qu'on est tous un peu socially awkward. C'est pour ça qu'on fait des illustrations, des images, parce qu'on aime bien trifouiller nos machins dans notre coin et pas se mêler à la masse. Mais maintenant, avec le podcast, si je vais dans une galerie d'illustration, un vernissage ou quoi, les gens, ils viennent me parler. Donc, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, transformer ce côté introverti en force, c'est maintenant les gens viennent me voir pour parler d'un sujet dont j'ai envie de parler. Ouais. On parle pas de la pluie et du beau temps. Je n'aime pas, par exemple, parler de la pluie et du beau temps, c'est un truc qui m'ennuie. Et j'ai ce côté un peu direct, un peu straight to the point. Et ce qui fait que, tu vois, le podcast, c'était aussi une excuse pour ça. Genre, ma fameuse question, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Alors, il y a des personnes qui vont commencer en disant mon café, mon petit garçon, ma petite fille qui se réveille le matin. Et il y en a d'autres où on rentre dans le pâté tout de suite. Et moi, c'est ce côté-là, rentrer dans le pâté immédiatement. Et de ce que je disais juste avant, en fait, je me suis organisé, si tu veux, un terrain de jeu où quelque part, intentionnellement, je vais mettre tout ce que là où j'ai envie d'aller. Donc, en fait, c'est comme si je définissais les termes du contrat. Tu vois, au lieu de décider les autres pour moi, c'est moi qui décide, entre guillemets. Et je sais que si j'ai envie moi, mon travail d'illustrateur me permet d'aller dans ma bulle, d'être dans le flow. Et donc, du coup, j'ai ce côté tout seul, introverti, qui me recharge. Et puis le podcast, ça me permet de sortir, aller voir du monde. Et aussi, bon, c'est une donnée supplémentaire pour moi, mais depuis que je suis devenu papa, je peux moins m'éparpiller, parce que simplement, voilà, ça prend du temps de m'occuper de mon garçon, et aussi d'être là pour ma femme et pour qu'on s'en occupe ensemble. Du coup, je peux moins improviser en mode allez, ok, je sors tous les soirs.
Évidemment, je le fais encore régulièrement quand c'est pas le confinement et tout, mais j'ai une donnée supplémentaire qui vient complexifier le tout, que en fait le podcast me permet d'avoir des rendez-vous ponctuels avec des gens avec qui j'ai vraiment envie de discuter de sujets dont j'ai envie de parler, et en fait je sors, ça dure 2 heures, 3 heures au grand max, et puis je rentre chez moi avec mon petit enregistrement, et puis après je peux le partager au monde entier depuis mon ordinateur. Donc il y a un côté très, tu vois, c'est solitaire et c'est pas solitaire à la fois. Donc et d'ailleurs on t'a parlé de ton métier d'illustrateur. Nous, on a commencé le podcast parce en parlant direct de choses plus qui nous intéressent, parce qu'on te connaît déjà. On connaît déjà là un peu ce que tu fais dans la vie, mais j'imagine qu'il y a des gens qui t'écoutent pas, qui ont écouté deux épisodes et qui savent pas exactement ce que tu fais. Ouais. Et du coup, on vous laisse que tu te présentes en gros en tant qu'illustrateur. On te connaît en tant que présentateur de podcast, mais qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie de tous les jours à part le podcast? Ah ouais, c'est vrai. J'ai un peu bégayé, mais elle est sortie, la question. T'inquiète. Je suis illustrateur, je bosse j'aime beaucoup travailler pour la presse, je bosse beaucoup pour la presse, un petit peu pour la com, un petit peu pour la pub, je fais un tout petit peu d'édition, mais c'est pas trop mon truc. Et j'aime dire que j'aime communiquer, je suis passionné par la créativité, par en fait, que ce soit de l'illustration ou du podcast, ou même de temps en temps des talks ou des petites conférences que je peux faire à droite à gauche, vraiment, ce qui me motive, ce qui me passionne, c'est d'aller chercher d'être en quête de soi quelque part. Et pour moi, l'illustration, même avant de faire le podcast, pour moi, c'était aussi quelque part me chercher. Et puis après, quand je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui fonctionnaient, c'était partager ça avec les autres. Et puis sinon, oui, voilà, en tant qu'illustrateur, j'aime bien dire que je travaille dans un style faussement naïf, très graphique, et un peu inspiré des trucs un petit peu plus rétro, même si je m'en suis un petit peu dégagé avec le temps. Et ouais, voilà. Ok. Parce que je sais que j'ai une meilleure présentation. Par exemple, quand je fais les présentations sur Adobe, là, j'ai mon truc tout bien préparé. Ouais. Non, là, c'était ouais, c'est bien, mais c'est pas facile. D'ailleurs, ça me fait penser. On parle du podcast et de l'illustration. Est-ce que t'as pas peur des fois? Je te dis ça parce que moi, c'est quelque chose que je peux ressentir vu que je fais plusieurs choses aussi, que l'un efface l'autre, ou que des fois on te parle en croyant que t'es juste présentateur de podcast. Et est-ce que ça crée pas quelque chose en toi de gênant? Si, bien sûr, parce que je pense que, pour ma part, je parle pour moi, tu passes tellement d'années à essayer de crédibiliser, prenons ton métier, parce que illustrateur, qu'on le veuille ou non, c'est pas forcément, ça l'est de plus en plus, mais c'est pas forcément un métier très connu. Ouais. Puis il y a cette fameuse question de la légitimité qu'on entend aussi beaucoup en France, d'être légitime et tout. Donc j'ai passé des années, si tu veux, à crédibiliser cette position, bosser de plus en plus pour des clients de plus en plus prestigieux, entre guillemets, ou de plus en plus sérieux, qui te permettent de te crédibiliser dans l'inconscient collectif des autres. Et une fois que tu y es, par exemple, je bascule avec le podcast, je passe beaucoup de temps sur le podcast, et je continue à faire de l'illu, mais c'est clair que le podcast m'occupe beaucoup. Et le podcast fait que je pense à d'autres projets encore, entrepreneuriaux, je sais pas comment il faut dire. Je sais. Et ce qui fait que quelque part, tu te dis, mais oui, mais en même temps, j'ai pas envie de perdre cette âme d'illustrateur. Je pense que quelque part, ça peut pas se perdre parce que ça se retrouve en toute chose. C'est le fameux, je fais une digression, mais c'est le fameux Start with Why de Simon Sinek. Vous savez, commencer par pourquoi. En fait, si vous commencez en disant, par exemple, je fais de l'illustration, je fais des dessins, est-ce que vous avez envie de travailler avec moi? C'est pas très inspirant. Mais que moi, par exemple, mon truc, c'est la quête de soi, c'est la communication, c'est créer des ponts relationnels, c'est un peu ce côté journaliste. Et je peux le faire autant avec les podcasts, l'illustration ou parfois les talks. Et donc en fait, l'illustration devient un outil dans ma mallette et c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Ouais, tu vois. Ouais. C'est en ça que je pense que d'aller chercher qui on est vraiment fait qu'on se définit plus justement, comme tu disais, un outil, une fonction. Je suis un illustrateur, je fais des dessins, mais plutôt par ce truc qui te motive à sortir du lit le matin. C'est genre, mais
Moi, c'est... Il faut que je leur montre qui je suis, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, au plus tu montres qui tu es, alors évidemment, il y a aussi il y a des limites, hein. Il y a genre, ça, c'est vraiment privé, j'accepte de le montrer un peu plus, etc. Mais au plus tu montres qui tu es, au plus tu attires des gens, des projets, des gens, des sujets dont tu as envie de parler et d'aborder dans ton travail. Donc c'est magique, mais en même temps ça fait peur parce qu'on a parfois peur de s'exposer. Et moi, le podcast, c'est clair que quelque part, ça a révélé quelque chose que je soupçonnais toujours en moi. Et je peux parfois avoir une sorte de conflit de loyauté. Je suis quand même illustrateur, c'est avec ça que je paye mes factures. Mais en réalité, ce serait peut-être un peu bête si au fur et à mesure du temps, je me rends compte que je peux tout aussi bien gagner ma vie en faisant du podcast, et il y a des moyens, et évidemment, j'ai réfléchi, et il y a des choses qui se profilent sur l'année à venir ou dans les 2 ans. Et sachant que quand je me suis rendu compte quelque part que j'avais une vraie valeur ajoutée, peut-être même plus forte dans cet aspect conversationnel que juste faire des illustrations, pourquoi se priver en fait de changer, d'avancer, et que quelque part ça peut même vous servir vous personnellement, et ça sert plein d'autres gens en même temps. Alors pourquoi par un conflit de loyauté se dire non, moi j'ai commencé en faisant ça, j'ai gagné mes galons et c'est comme ça que je me suis fait connaître dans le milieu. J'ai juste envie de dire tant mieux, tu t'es fait connaître dans le milieu, et du coup continue, construis là-dessus. En fait, t'es pas en train de te trahir, t'es pas en train de renier tout ce que t'as créé. Et je comprends qu'évidemment il y a parfois ce tiraillement, mais continuer, construire quelque part. Là, on a envie d'aller, quoi. Et c'est surtout une chance qu'on a d'être freelance et de pouvoir faire ce qu'on veut, et de pas, comme dans un CDI par exemple, avoir une grille de compétences à accepter ou à faire, etc. Donc ouais, c'est une chance, mais il y a un prix. Le prix de se sortir les doigts et de donner les moyens et de chercher. En fait, je pense que le côté freelance, et pour moi, je sais que c'est personnel, mais j'ai toujours eu dans l'idée que je voulais fonder une famille. Et donc du coup, j'étais genre en fait, je veux que le jour où j'ai un enfant, j'ai une affaire qui tourne. Et c'est pour ça qu'en fait, dès que je me suis lancé en freelance, j'ai pris les choses au sérieux, quoi. Et je me suis pas donné j'avais pas de plan B. Donc, aujourd'hui, là, tu vois, on sent que tu te connais quand même super bien quand tu parles de toi. Mieux. Et ouais, évidemment. Et il me semble qu'à la base, toi, t'as pas fait des études d'illustration, t'as fait des études de graphisme, c'est ça? Ouais. Et est-ce que si tu te prenais là à 18, 19 ans, si tu t'avais toi-même en face de toi, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que t'aurais une phrase que t'aimerais te dire? Alors que t'étais en graphisme en plus, et que aujourd'hui, tu fais autre chose. Tout va prendre du sens. Enfin, moi, j'étais convaincu quand j'étais aux études que j'allais tracer ma route en tant que graphiste dans le milieu culturel. J'avais des étoiles plein les yeux. Donc, mais de lui dire, écoute, les choses vont changer, mais à un moment donné, je vais dire, c'est comme Steve Jobs là dans son fameux discours, quand tu regarderas en arrière et tu connecteras tous les petits points. Et c'est l'aspect holistique dont je parlais tout à l'heure, c'est que en réalité, consciemment ou inconsciemment, j'en loupe pas une. C'est-à-dire que dès que j'ai conscience, je me rends compte que quand j'avance, je découvre des nouvelles choses sur moi, et je me dis ça, je peux le rajouter à ma palette de couleurs. Ça, c'était un bid, mais j'ai appris ça, donc je peux le rajouter. Dans l'instant, t'arrives à faire ça assez rapidement? Parce que des fois, ça met du temps quand même. Pas dans l'instant, mais assez rapidement, oui. Je sais pas, une semaine plus tard, je vais entendre quelque chose et puis je vais être genre, oui, ça, je peux le mettre dans le podcast. Ça, je peux utiliser ça dans l'illustration. Je pense que ce qui est le plus dur pour moi, c'est de mettre les choses en pratique dans l'illustration en réalité. Parce que dans l'illustration, j'ai acquis, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'ai assis un peu une certaine patte, j'ai acquis une certaine méthode de travail qui a du coup été reconnue. Puis tu vois, j'ai un agent, j'ai des clients, enfin toutes des choses comme ça qui font qu'on vient vers moi pour ça. J'ai beaucoup de mal à changer ça. Et pourtant, je passe des heures et des heures à discuter avec des personnes dans la profession
qui de temps en temps me mettent des bons coups de pied aux fesses en mode genre laisse-toi aller, tu vois. Et j'ai plus l'impression d'oser mettre ça en pratique dans le podcast que dans l'illustration, parce que je pense que l'illustration est toujours connectée à une certaine équation économique. Tu sais, la question de temps, par exemple, en ce moment, tout le monde ne jure que par Procreate sur iPad. Et je suis le premier, quand quelqu'un me pose une question, tu me recommandes quel outil? Alors, je suis pas très fort en technique, mais quand quelqu'un me dit une Cintiq ou un iPad, je dis prends un iPad. Toute la profession est partie par là. Ça marche très très bien. J'ai un petit peu joué avec Procreate. J'ai trouvé cet outil formidable. Mais il correspond parce pas. Que je pense qu'en vrai, en fait, il correspond. Mais parce que j'ai mes habitudes avec avec une Cintiq et puis mes petites habitudes, je veux pas changer. Et ça, c'est mon petit côté papy. Et je suis indulgent envers moi-même parce que je sais aussi que on peut pas, même dans le meilleur des mondes, ce serait bien, mais c'est difficile d'avancer sur tous les plans tout le temps en même temps. C'est fatigant. Donc du coup, je me lâche la grappe. Je suis un peu genre, écoute, mon domaine. Enfin, j'ai des vitesses différentes en fonction des projets dans lesquels je m'aimais. Et je sais que je diverge complètement de ta question initiale, Victoria, mais je sais que je suis quelqu'un de très excité par le potentiel. Et donc, du coup, quand quelque chose n'est pas encore fait et que je vois toutes les possibilités et toute la manière, c'est mon côté chercheur justement, comment faire pour y arriver, en fait, je vais mettre toute une énergie là-dedans. Et donc, il y a une grosse part de rêve, de recherche, de stratégie. Et une fois que c'est fait, ça m'intéresse beaucoup moins. Et c'est là où, quelque part, la fameuse métaphore de la patate dont j'aime bien parler, semer, labourer, récolter. Moi, je pense que c'est typique de beaucoup de créatifs. Quand on voit que soudainement ça pousse, donc c'est le moment de la récolte, on se désintéresse. Et on se dit, allez hop, on passe à autre chose. Alors qu'en réalité, quelque part, si tu as mis tout ce travail pour semer et labourer, à un moment donné, tu mérites, entre guillemets, de récolter. Donc, reste pour la récolte. Reste et ne saute pas trop vite. Et fais quelque chose de cette récolte. Et oui, voilà. J'ai essayé d'en parler un chouïa sur le podcast de recycler, de réutiliser, même d'utiliser les compromis qu'on a peut-être fait pour pouvoir les réutiliser et pour nous faire avancer. Et donc, oui, donc c'est pour revenir sur la question initiale, c'est simplement je pense que j'aimerais dire à Jérémy, cool mec, genre. Ça va le faire. Mais tu vois, ça va le faire. C'est souvent le truc qu'on entend. Mais moi, c'est vraiment genre, j'aimerais pouvoir lui dire à Jérémy là, à 20 ans, sois plus bienveillant avec toi-même. Toute ta vie ne se joue pas là. Ouvre les mains. Sois moins agrippé sur tes certitudes. Tes certitudes vont sauter une par une. Et c'est pas grave. C'est très bien. C'est même passionnant. Et bon, moi, j'ai ce gros truc de lâcher prise. Pour moi, c'est le podcast entier. C'est une sorte de thérapie pour moi de m'apprendre à lâcher prise. Et j'admire énormément les personnes qui ont un lâcher prise très tôt. Je pense qu'ils ont vraiment une longueur d'avance. Et puis moi, le fait d'essayer de disséquer ce processus fait que quelque part, c'est ce que j'essaie de faire avec le podcast. Donc, je pense que je suis pas le seul qui a ce souci. Et donc, du coup, c'est chouette avec le podcast de permettre cet échange, quoi. Ça, c'est sûr. Carrément. Et après, au niveau des boulots de commande, c'est dur de mettre sa personnalité, son soi profond, parce que c'est vraiment juste, par exemple, illustrer de la finance ou un sujet de société. Donc là, je pense que je comprends que c'est plus facile dans le podcast que dans la commande. Mais en vrai, donc il y a en effet le sujet. Donc il y a des sujets qui sont peut-être pas les tiens, tu vois, que simplement on te demande d'illustrer un article sur un sujet qui, voilà, pourquoi pas. Mais moi, c'est plus sur le processus où tu peux, tu vois, moi par exemple, j'ai un côté assez scolaire quand je travaille, mais cette question de lâcher prise dont je vous parlais juste avant, je pourrais, si je veux, complètement déconstruire mon processus et me mettre dans des situations où je réponds aux commandes, mais de manière totalement bordélique. Tu vois, me mettre en danger dans ma manière de répondre à la commande. Certes, le sujet, c'est un sujet comme un autre, c'est une commande professionnelle, mais ce serait intéressant d'utiliser un autre outil, tu vois, par exemple,
faire quelque chose de manuel ou de, par exemple, bosser sur le fauteuil et pas être juste sur mon bureau en mode je fais du travail, tu vois. Et donc c'est ça en fait, on peut mettre de soi et essayer d'avancer personnellement aussi en déconstruisant le processus. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile en réalité. Mais est-ce que c'est pas une sorte de fantasme, pardon Lucille, de croire qu'on va faire quelque chose de nouveau et d'autre que ce qu'on fait d'habitude? Parce que ça me fait penser à l'épisode avec Tom, où il dit que lui aussi il nourrit des fantasmes et puis qu'après il se dit bon bah voilà, j'ai fait ça, moi je suis capable de faire ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que dans ton discours j'entends j'aimerais explorer autre chose, changer un peu ma façon de dessiner pour essayer d'autres choses, et peut-être que est-ce qu'on en est capable? C'est ce qui sort de moi. Ouais, ce qui sort de moi, c'est ce qui sort de moi, voilà. Enfin, ça, c'est une question ouverte, hein. C'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. Je pense qu'on est capable de beaucoup plus qu'on le croit, mais jusqu'où est-on prêt à aller et à sacrifier notre confort ou même notre sécurité, c'est très relatif, mais je pense que, tu vois, moi, je pense que j'ai par exemple, un style graphique qui m'est propre, mais qui est aussi un héritage de plein d'autres styles. Mais je me dis que, supposons que si je faisais par exemple du papier découpé, j'aurais quand même toujours tendance à faire ce type de forme. Mais le fait d'utiliser du papier découpé apportera une touche différente. Mais tu vois, moi, quand je pense à ça, je me dis, oh punaise, il faudrait que je commence à accumuler plein de papiers, que je fasse des vides-greniers, que j'aille à la papeterie, que je garde tous mes magazines, que je m'organise des coins chez moi, enfin tu vois, ou genre. Ouais, et du coup déjà là, c'est pas toi en fait. Non? Ben peut-être que ça l'est, mais juste d'accepter, tu vois, que ça va peut-être prendre plus de temps, ce sera peut-être moins immédiat que l'illustration digitale. Et donc moi j'ai ce gros truc de temps, moi j'aime bien être dans les temps, et parce que quelque part l'illustration c'est aussi une économie par moment assez fragile. Et donc, je me dis, mais j'ai pas le temps, quelque part, de faire, peut-être que je me trompe, hein, mais je mets déjà, je suis déjà quelqu'un d'assez lent. Je me dis que si je mets, je sais pas moi, 5 heures sur une illu, je suis pas prêt à en mettre 10 parce que le processus de réapprentissage. Oui. Alors que quand je vois des illustrateurs ou des illustratrices, prenons, qui bossent en papier découpé, je pense à Paul Rand, je pense à Stéphanie Wunderlich, je pense à Bianca Romez, enfin plusieurs personnes comme ça. Quand je vois leur boulot, ça dégage une sensibilité dans laquelle je me retrouve et que je me dis, ça vaudrait peut-être la peine, mais juste le côté, ça prend du temps. Mais je sais que peut-être un jour j'y viendrai. Et en réalité, ce que je présente aussi aujourd'hui en tant qu'illustrateur, c'est aussi moi. Je suis comment dire, je suis aligné, je sais que je pourrais aller plus loin, mais ce côté très couleur franche, graphique, des gros traits, etc., c'est très moi aussi. Oui. Donc je suis pas en train de mentir, mais simplement je me dis se donner le temps en fait, simplement d'expérimenter. Et puis c'est marrant, tu parles de donner le temps et en même temps tu veux pas en prendre trop. Ouais, t'as vu, c'est drôle. Hein. Et je sais que le passage à l'iPad, ça m'avait aidé justement à tout ce que tu viens de dire ouais. Je te crois sur parole. Décomplexer un peu le trait, genre j'avais l'impression quand même d'être sur ma feuille de papier et que c'est pas pour faire l'apologie de l'iPad, mais c'était vraiment le passage de la tablette, tablette Wacom à l'iPad, ça m'avait vraiment aidé. J'ai encore du chemin à parcourir là-dessus, mais j'aime bien rentrer dans les temps, être carré, etc. Et je sais que l'iPad, ça m'aide à faire mes croquis pour les valider un peu à l'arrache, comme ça. Et bon, même si je suis pas dans mon canapé, mais je pourrais. Exactement. Ouais. Je pourrais. Puis les brushes, tu peux changer un peu tes brushes. Code promo Lucille pour avoir 15% de ses iPads. Je vais demander à Apple c'est ça. Mais tu vois, la partie intégrante d'apprendre à me connaître, c'est que je sais que profondément, la technique n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et je suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait en fait m'aider à justement être plus dans ce lâcher prise. Parce que j'ai fait un petit peu de Procreate cet été pendant les vacances.
Je fais quelques illus comme ça, les 5 illus en noir et blanc, très jetés, et j'avais adoré le résultat. Pour moi, j'avais une approche un peu comme Sonic Youth, tu sais, le groupe de punk qui, quand ils ont commencé, il y avait aucun membre. Peut-être que je charcute un peu l'histoire. Désolé les puristes, mais il me semble qu'ils savaient pas jouer de la musique et qu'ils ont appris sur le tas. Et donc en fait, quand j'ai pris Procreate, j'ai trouvé ce plaisir parce que quelque part je bricolais et du coup il y avait une vraie énergie dans mon image. Et tout de suite, quand je reçois une vraie commande d'un client qui connaît mon style, je me dis oh non, mais genre eux ils veulent ce qu'ils ont l'habitude, tu vois. Et donc du coup du Jeremy Kleiss. Donc je me dis, si je leur dis ouais ok cool, mais je vais le faire sur Procreate et je vais peut-être prendre 2 fois plus de temps parce que je connais pas l'outil. Je me mets une pression peut-être inutile ou je me sens peut-être moins professionnel, alors qu'en réalité peut-être que c'est une dichotomie, peut-être qu'en fait je me gourre, mais ce qui est important pour moi aussi sur le podcast ou même dans les choses que je raconte là, c'est que on est tous remplis de paradoxes, et je veux vraiment quand j'interviewe les gens aussi sur le podcast, ils sont tous remplis de paradoxes, et quelque part on est tous pareils à des niveaux différents, et que quelque part on a tous composé avec ces paradoxes, et c'est ce qui rend le voyage intéressant. Après, il y a un moment donné, quand tu te rends compte que vraiment tu te handicapes inutilement, bêtement, et que ça t'amène à rien, et que c'est même plus du handicap, c'est du sabotage et de l'auto-sabotage, là, à un moment donné, ce serait pas mal d'essayer de changer la donne, quoi. Ouais. Non, ça sert à rien de se saboter, c'est clair. Mais ça m'avait pris 1 an à comprendre un peu comment gérer la bête et tout, donc je comprends que ça fasse peur dès que tu reçois 3 commandes dans la semaine, t'as pas forcément le temps d'adapter tes nouvelles techniques, ton nouveau style, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais je sais j'imagine que si je n'avais pas le podcast, en fait, je sais pas, moi le podcast c'est vraiment un terrain d'expérimentation et de jeu où je m'amuse énormément, et en fait ça me fait beaucoup de bien, et donc ça veut dire que de temps en temps, quand c'est parfois un peu laborieux ou parfois un petit peu ennuyant aussi, quand je fais de l'illustration, juste parce que pour moi l'illustration est un moyen, pas une fin, le fait que j'ai ce terrain de jeu à côté me fait beaucoup de bien. Et s'il y a des personnes qui, par exemple, eux, toute leur vie c'est vraiment l'illustration, ils développent des projets personnels à côté en illu où ils s'éclatent, ils font de la riso, de la sérigraphie, des fanzines, des murs, un peu ce que fait Johan aussi dans ton travail artistique et tout, c'est plein de trucs un peu pour s'amuser, et ça vient équilibrer un peu le côté je fais ça pour gagner ma vie et professionnelle. Donc je pense que d'avoir un terrain pour s'amuser, pour nourrir ensuite sa pratique professionnelle, c'est top. Et du coup, j'imagine peut-être que si j'avais pas le podcast, peut-être que tu serais sur Procreate. Peut-être, parce que j'aurais du temps que j'investis pas sur le podcast sur autre chose, je sais pas. Et d'ailleurs, on parle de logiciels et tout, ça me fait penser que tu es de plus en plus actif avec Adobe. Ouais. J'ai vu dernièrement que tu participais beaucoup, tu faisais des lives et tout. Ouais. Et du coup, je glisse sur la conversation, mais ça me fait penser, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, le fait d'être reconnu par le logiciel numéro 1? Je sais pas, il y a quelque chose de beau, je trouve, dans ce métier. Et, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais? Est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça? Tu peux en parler? Je le voulais, bien sûr. Entre guillemets, Adobe, c'est vraiment un peu, c'est le numéro 1, enfin, pour beaucoup d'entre nous. Ouais, bien sûr. Ça. Et je crois que quelque part, tu vois, j'ai eu ce même rapport avec le fait d'avoir un agent quelque part. En fait, dès le début, t'es sérieux. En fait, je pense que quand tu te lances, quel que soit ton niveau, qu'il soit balbutiant ou que tu sois un tueur ou une tueuse, entre guillemets, t'es dans le game, t'es sérieux. Et donc, quelque part, t'as pas besoin de l'autorisation ou de la validation ou de quelqu'un d'autre pour te dire tu es légitime. En fait, j'ai même envie de dire, à ta naissance, tu es légitime. Tu nais, tu as de la valeur, tel que tu es, t'as pas besoin qu'on te valide quoi que ce soit. Mais on sait qu'on vit pas dans le monde des bisounours, et que malgré tout, moi, c'est ce que j'appelle les gardiens des clés. C'est les personnes qui te permettent
en fait, tu fais tes preuves et quand que ce soit un agent ou que ce soit une marque ou que ce soit un DA qui te fait bosser pour un truc un peu prestigieux ou quoi que ce soit, ça te crédibilise aux yeux des autres. Et moi, je sais que, voilà, comme dit, j'ai toujours fait ce métier très sérieusement, peut-être trop même parfois, et c'est pour ça d'où tout ce truc du jeu, jouer le jeu du sans enjeu et de s'amuser de plus en plus. Mais en fait, au plus tu t'amuses, au plus en fait les autres ils ont envie de s'amuser avec toi, et à ce moment-là, les marques et les gardiens des clés, les agents, ils s'intéressent à toi, et quelque part pour moi c'est me crédibiliser aux yeux des autres. Tu sais, c'est comme quand tu bosses dans la presse, prenons. Il y a plein de revues, de magazines très de la bonne presse, mais que les gens connaissent pas forcément. Mais quand tu travailles, prenons pour Le Monde, exemple, voilà, ou le New York Times aux États-Unis, tu vois, il y a ce côté genre ah ouais, et quelque part c'est frustrant parce que tu dis non mais en fait Le Monde ou le New York Times c'est juste le petit bout de chantilly qui dépasse du gâteau et que les gens connaissent. Genre ah ouais il est sérieux, il a bossé pour Le Monde, pour le New York Times, il a fait une vidéo avec Adobe. Mais ça brille. Ça brille et c'est connu, c'est populaire. Et parce que c'est populaire, ça te crédibilise aux yeux des autres. Et je pense que c'est important d'avoir cette compréhension-là, que c'est de pas y donner trop d'attention, de pas s'y attacher, de pas poursuivre les paillettes, les petits objets qui brillent. Mais de pas non plus les négliger, parce que qu'on le veuille ou non, on ne trace pas notre route, notamment au niveau de notre boulot, tout seul. Et les gardiens des clés, comme dans un jeu vidéo, battre le boss pour passer au second, c'est important, simplement pour asseoir ta street cred quelque part. Ouais. Et je pense que ce jeu de la street cred, et puis tu le connais aussi, Johan, avec dans le milieu du rap, etc. Tu sais, quand tu fais un feat avec quelqu'un qui est connu, quelque part, c'est ton album. Enfin, quand t'invites quelqu'un sur ton album et que lui, il est plus connu, quelque part, il vient asseoir ta légitimité, vient te prêter sa légitimité pour dire, moi, je suis plus connu que lui ou que elle, mais je trouve que ce qu'il fait est bien, et du coup, je l'appuie. Et pour moi, sûr, que ce soit un agent, un featuring ou Adobe ou quoi que ce soit, c'est important, je crois, d'en avoir conscience, d'être reconnaissant, de bien faire les choses quand c'est showtime. Tu vois, c'est comme si tu es humoriste et que je sais pas, un humoriste, tu sais, t'es un humoriste débutant et que un humoriste trop fort t'invite à faire la première partie, tu craches pas dans la soupe, tu y vas, tu le fais, tu défonces tout, tu donnes tout ce que t'as, parce que quelque part on te donne une possibilité. Donc c'est un peu jouer sur ces deux niveaux-là, c'est genre savoir qui tu es, que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour faire quelque chose de bien, tu traces la route, et que quand y a quelqu'un qui t'ouvre le chemin, d'en tirer parti. Et moi, je rajouterais même d'en tirer parti pour toi, mais d'en faire profiter tout le monde. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, notamment avec les lives sur Adobe, c'est j'espère que ça peut servir les autres. C'est ce que j'essaie de faire avec le podcast également, petit à petit. Tu sais que le podcast, quand je l'ai lancé, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui savaient pas trop, tu vois, qui étaient genre bon, c'est un projet à Jérémy. Même une personne qui m'a dit qu'elle n'y croyait pas, et qui par la suite avait été surprise par l'engouement, par le projet, comment il s'est développé. Et moi, en fait, si vous voulez, j'ai pris l'habitude qu'on me calcule pas tout de suite. J'ai repéré une constante dans ma vie, qui est qu'on me calcule en 2 temps. Est-ce que je ne me vexe plus. Je ne me vexe plus parce que, tu vois, si on te fait pas rentrer par la porte, du coup, tu essaies de rentrer par la cheminée. Et quand tu rentres par la cheminée, tu descends, tu fais, tu t'enlèves la fumée sur toi, et tu vas voir la personne et tu dis, salut, tu lui dis pas genre, pourquoi t'as pas voulu me laisser rentrer? C'est genre, en fait, la dernière fois, quand j'ai voulu rentrer, je voulais juste te dire, j'aime trop ton boulot et je suis trop content. Et puis, tu vois, j'ai ramené des copains et des copines, et tu veux une bière, tu vois. Et donc, c'est de pas se leurrer sur le fait que c'est pas facile, et que une fois que t'y es, de rester reconnaissant et de pas être dans un genre, non, j'y reste et je vais bien le faire payer à tout le monde. Non, c'est juste genre, en fait, le processus, il est compliqué parce que nous sommes compliqués, nous sommes uniques, on a tous des chemins différents, et c'est à nous de le trouver. C'est pas les autres qui ont à payer pour le fait que on soit des êtres complexes, et qu'une fois que ça y est, t'as mis un pied, tu continues d'avoir cette bienveillance, et d'essayer de continuer à en faire profiter les autres,
Et du coup, ça me fait penser, du coup, on parle de ça, mais maintenant, t'es avec Adobe, t'as le podcast qui fonctionne bien. Mais je pense à ceux qui écoutent, et moi j'ai eu le déclic, ça fait 1 an ou 2 où je me laisse un peu tranquille avec ça, mais j'ai eu tendance à mettre beaucoup d'énergie pour aller chercher ces trucs qui brillent, parce que c'est tout, on voit ça sur Instagram. Bien sûr. Tu vois, on veut travailler pour je sais pas, McDo, Coca, des trucs que tout le monde va voir. Et souvent, personnellement, moi j'ai souvent été trop vite, j'ai mis énormément d'énergie pour y arriver, mais en fait tu retombes de très haut parce que t'avais pas les bases solides pour pouvoir faire ce truc. Et parce que là on parle du présent où tout va bien, mais est-ce que tu t'es cramé les ailes des fois? Ouais, bien sûr. Je me suis cramé les ailes. J'ai pas un gros ratage où je me suis rétamé la gueule, tu vois. Mais parce que justement, je n'ai pas trop vite été je me suis pas brûlé les ailes comme Icare, trop près du soleil. Et donc du coup, mes ratages, ils sont presque privés. Et presque, les gens l'ont pas remarqué parce que j'aime bien. Je fais une petite parenthèse, mais c'est quand même lié. C'est Andy, un DJ Pizza, qui parle de ça, qui dit souvent il y a rien de pire qu'un succès du jour au lendemain où tu sais pas comment t'y es arrivé en fait. Tu sais les One Hit Wonder, le groupe de musique. Qui fait un tube et puis qui l'a pas vu arriver, on le passe tout l'été et puis après pouf il tombe dans l'oubli. Et c'est triste et c'est fâcheux parce que quelque part ils sont pas su comment ils ont fait. Que moi et je pense beaucoup de gens a essayé petit à petit d'accumuler les données comme si tu faisais de la science, comme si tu faisais des recherches. Tu mets ton domino petit à petit et à droite à gauche tu te gourres et puis tu recorriges, etc. Ce qui fait que tu t'évertues à essayer de trouver la formule et à un moment donné, en fait, les dominos, t'en as tellement accumulé, et ça prend du temps, ça prend des années, et moi, je pense que je suis à des années-lumière je suis très curieux j'ai juste pas l'impression d'être arrived, comme on dit en anglais, tu vois, genre, je pense que le moment où tu te dis, ça y est, I'm arrived, tu te trompes, parce qu'on n'est jamais arrivé, donc je pense que donc il y a ça, mais à un moment donné, en fait, c'est obligé. L'évidence, elle est là, les preuves sont là. Tu accumules cette sorte de patiemment, cette sorte de street cred. Petit à petit, tel client t'amène à tel autre client, tel autre nom, telle petite accolade, telle petite collaboration et donc du coup, à un moment donné, ça prend. Et puis il y a les moyens. Je pense que l'accélération trop tôt. Les gens qui explosent comme ça du jour au lendemain, ou même, tu vois, par exemple, je sais pas, je pense à ces personnes. Tu vois, quand Norman il est sorti, Norman fait des vidéos, tout le monde quelque part, c'était le truc nouveau, tu vois, c'était genre waouh. Mais ce qu'on oublie, c'est que quelque part, ça s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, ça faisait des années, même depuis qu'il était petit, qui travaillait son craft et qui faisait des vidéos, des sketchs, des trucs dans son coin, tous des trucs. Et donc, je pense que c'est important d'étudier ça et de pas oublier qu'on est des hommes et des femmes normaux entre guillemets et donc moi je me suis cramé les ailes. Moi c'est souvent au niveau de mon impatience ou de prendre soin de moi. Parfois je suis un peu un bourrin en termes de travail aussi parce que je me trouve lent. Ça peut peut-être étonner, mais moi je me trouve lent et ça me frustre et donc j'ai toujours l'impression que c'est jamais assez. Mais au plus je déconstruis, au plus je me rends compte que parfois je porte des choses qui sont pas de moi, mais de ma famille ou des trucs, tu vois, où simplement je me c'est pas ma bataille en fait. Et donc et je me rends compte que si je prends soin de moi, je suis plus dans le jeu, dans le relâchement, moins dans le jamais assez, et toujours d'être dans une construction économique. En fait, au moins je fais ça, au plus en fait ça marche. Donc du coup, c'est un cercle vertueux. Donc du coup. Et du coup, tu dirais quelle était ta plus grande réussite? C'est ton podcast ou c'est une grande mission que tu as fait pour une commande ou un thésine, etc. D'un point de vue professionnel? Comme tu veux. Enfin, qu'est-ce qui te rend le plus fier, par exemple, si tu voudrais te présenter à quelqu'un et qui dirait qu'est-ce que tu fais?
Et quel est ton plus beau projet? Ça serait lequel? Je dis toujours en rigolant que après avoir épousé ma femme et fait un enfant, c'est le podcast, en fait, clairement. Genre, voilà, au niveau personnel, ma femme et mon petit garçon, c'est genre ma plus grande fierté. C'est un truc assez incroyable qui est très personnel, hein, mais et cuculapraline, tout ce qu'on veut, mais et c'est il y a pas de mots. C'est comme Alice au pays des merveilles, genre il faut passer de l'autre côté du miroir et je sais pas, c'est une toute autre réalité, mais qui du coup aussi te fait prendre aussi du recul sur ton boulot et qui du coup moi m'a amené à faire des choses différemment dans mon approche professionnelle. Bref, mais sinon le podcast. En fait, le podcast parce que pour moi le lien à l'autre, j'ai créé une communauté bienveillante, saine. C'est quelque chose qui me passionne. Ça, c'est aussi dans le truc de communication, dans cet intérêt pour comment ça fonctionne, pour que ça porte du fruit. Et en termes de gratification, il y a un truc tellement plus humain que aller t'as fait une bouteille pour Heineken, il y a ton nom dessus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'était sympa, tu vois, quand j'ai fait cette bouteille pour Heineken. Mais tu vois, c'est juste de la pub, tu vois. Et c'est cool en termes professionnels, mais ici, nous, ce qu'on vit, même cet enregistrement qu'on fait à 4, je veux dire, c'est humain. Et moi, personnellement, c'est ce qui me fait vibrer, en fait. C'est d'avoir réussi à créer un médium, une sorte de point de ralliement pour une communauté bien précise et qui te le rend bien. Il y a rien de plus beau, tu vois. Et pour moi, tu t'es bien entouré quoi, autour de toi, avec les auditeurs et puis même les artistes que tu interviews, c'est top. Bah oui, en fait, c'est vraiment ce que j'encourage les gens, c'est entourez-vous des gens avec qui vous avez envie d'être. Et tu vois, le podcast ou même les Patreons, quelque part, c'est comme si le podcast était un aspirateur de personnes qui, vu que ils écoutent gratuitement et ils peuvent avoir un sentiment de comment je suis et quels sont les types de personnalités que j'ai envie d'interviewer, ou même dans mes monologues un peu quand je raconte ma vie, bah du coup, c'est assez rare que quelqu'un a envie vraiment de rejoindre la communauté Sens Créatif ou le Patreon en n'ayant pas vraiment bien saisi l'ADN. Ce qui fait que ça n'attire quasi que des personnes qui sont ça scotche, quoi. Non, pas ça scotche, ça match. Ça match, pardon, ouais. Ça match. Et puis, pareil, les personnes que je vais interviewer, c'est des gens avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps et je me fais plaisir. Et donc, en fait, c'est un cercle vertueux constant. C'est vraiment un truc qui me fascine aussi, c'est de réussir à créer des cercles vertueux. Et, ou comme dans l'humour, on parle d'arc narratif. Tu sais, l'humoriste, il commence son spectacle, il commence avec un arc narratif, puis il va un peu plus loin, il ouvre un autre arc narratif, il va un peu plus loin, il ouvre un autre, et puis après, au fur et à mesure du spectacle, à un moment, boum, il boucle un arc, et hop, il fait une redite de ça, et j'avais pas vu arriver. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est comment c'est en ça que rien ne se perd, tout se transforme. C'est, boucler tes arcs narratifs et qui te permettent d'avancer. Et moi, le podcast, c'est ça, hein. Parfois, je dis que c'est une sorte de thérapie personnelle que je fais en public. Et le fait aussi. Ouais, c'est une sorte de grosse thérapie de groupe, ça me fait trop rire. Mais c'est parce que ça fait partie de mon ADN. Et tu vois, par exemple, le Sens Créatif est pas très branché technique. Il y a parfois des auditeurs qui me disent, est-ce que tu pourrais faire des tutos Et moi, je leur dis, mais en fait, c'est pas moi, en fait. Et des tutos sur Internet, il en existe des dizaines de milliers. Donc, allez voir. Pourquoi me demander à moi de faire quelque chose qui me plairait pas, alors qu'il existe du contenu de qualité par des gens qui adorent faire ça, tu vois. Donc, gros big up à Franck. Exactement. Ouais. Après, ce qu'on voit bien dans les rendez-vous Patreon, c'est que tout le monde est bienveillant et gentil. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est t'attires des gens comme toi qui veulent partager, renvoyer l'ascenseur, etc.
C'est top. Ouais, c'est qui je suis et je sais pas, tu vois, ça va à l'inverse de on vit dans un monde de requins et il y a jamais assez pour personne et il faut se battre et s'écrabouiller les uns les autres. Je peux comprendre aussi que de partager ses billes ça peut parfois faire peur. Et si tu te faisais avoir, etc. Mais pour et si tu te fais avoir, moi ça m'est arrivé de renvoyer l'ascenseur et que d'envoyer l'ascenseur et que ça me revienne pas, mais c'est pas grave parce que quelque part il y en a 9 autres, tu vois, tu le fais même pas pour que l'ascenseur y revienne, tu le fais parce que c'est normal. Et en fait, je sais pas, je trouve que ce côté, je me suis simplement rendu compte que, tu vois, moi, je suis pas, je sais pas comment décrire, genre, je suis pas une grande gueule en mode genre, je sais pas, je suis pas dans le truc un peu d'écrabouiller ou d'être dans le game ou de prétendre ou de jouer des bras. Ça n'a aucun but. Je l'ai fait plus jeune, tu vois, et ça m'a jamais aidé. Et ce qui fait que quand t'es juste toi, sans artifice, et que quelque part, t'es dans cette sorte de bienveillance et que c'est pas quelque chose de cucu parce que c'est pas forcé quoi. Non, c'est pas forcé, mais il y a une vraie force dans la gentillesse, tu vois. Parfois on est genre oui, elle est gentille, alors qu'en fait on se fout le doigt dans l'œil parce que c'est une force, mais c'est une force, je crois, plus collective. Et le fameux truc là, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, c'est un peu cliché, mais c'est tellement c'est vrai. Ouais, c'est tellement vrai. Donc c'est vrai, ne serait-ce que moi je pense que c'est un peu pour ça que j'ai rejoint Patreon aussi, parce que bon, on se connaît déjà, on s'est rencontrés, Jérémy, tu venais de lancer Sens Créatif. Oui, je lançais une semaine plus tard. Ouais. Et c'était un peu le même moment où j'ai un peu entrepris la même action d'aller vers les autres. Et du coup, je pense que on s'est un peu entouré de gens similaires, donc on est un peu tous dans cet esprit-là. Ouais. Et enfin, je rejoins ce que tu dis sur le côté partagé, quoi, vraiment d'aller poser les questions si on sait pas, de pas être orgueilleux, de répondre aux gens. Et du coup, moi, ça m'a attiré d'aller rejoindre Patreon. Et je trouve cette communauté géniale. Et du coup, ben, merci de l'avoir créée. Je trouve ça cool de te le dire en direct. Parce que vraiment, on rencontre pas mal de gens et c'est cool et ça permet en fait, t'as créé le moyen le plus simple, surtout en ce moment, en pleine pandémie mondiale, de garder le lien, en fait, entre nous, entre illustrateurs, pour un métier qui est assez solitaire. Ouais. Et voilà, je trouve ça assez cool. Il y a pas de questions, mais... franchement, ça, c'est aussi grâce à Lucille et Laurent qui ont lancé le Discord. Pour moi, le big up Lucille, big up Laurent, le Discord, selon moi, c'était l'élément qui me manquait à Sens Créatif. J'ai eu énormément de plaisir quand j'ai fait le live à la Slow Gallery, énormément de plaisir l'épisode collectif pendant la première pandémie, enfin le premier confinement, et beaucoup de plaisir avec les 2 pique-niques parce que c'est juste rassembler la communauté. Et le Discord, c'est vraiment le lieu qui transcende les barrières. Et quand je vous vois, alors moi je suis occupé avec pas mal de choses, donc j'ai pas trop le temps d'être dessus et tout, mais je suis juste content que ça existe. Et quand je vois vos échanges et tout, oh là là, ça me fait plaisir parce que tu vois, c'est fun, ça s'encourage, ça se donne des tips, ça se montre des trucs, ça marche bien. Dès que quelqu'un a une question, t'as 15 personnes qui peuvent répondre. Ouais, et il y a tout le temps quelqu'un. Ça, c'est incroyable, jour et nuit. Même à 5h du matin. Ouais. Laurent est là. Mais pour moi, en fait, si tu veux, le Discord, c'est presque encore... si tu veux, le podcast était une amplification de ce que je faisais tout seul. C'est-à-dire, j'ai jamais eu peur d'aller poser des questions aux gens. J'ai jamais eu peur de renvoyer la balle aux copains, aux copines. Mais voilà, ça, c'était en sous-marin, personne ne le voyait. Puis après, le podcast est venu mettre ça en lumière de manière publique. Et là où je vais poser des questions à des personnes, maintenant, dans le Discord, vous êtes à, je sais pas, 120, 130, un truc comme ça. Quand quelqu'un vient poser une question comme si moi je la posais à l'un de mes invités, boum, comme tu disais, il y a 15 personnes qui peuvent répondre. Et donc, voilà, c'est pour moi l'un des plus grands compliments qu'on m'ait donné sur le podcast, c'est ça fait du bien, on se sent moins seul. Ah oui. Et c'est vrai, on fait des métiers assez solitaires, des questions, des douces, des remises en question,
des galères, des blocages, plein de trucs de ce genre-là. On en a tous. Et pour moi, vraiment, c'est presque égoïste d'avoir créé ça dans le sens où c'est pour me sentir moins seul. Et en fait, là, comme je le raconte un peu sur les lives d'Adobe, je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Juste mes quelques potes de Madeleine, et puis c'est tout. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a toute cette communauté et tout. Et je sais que quelque part, j'ai eu presque cette rage de créer tout ça, cette communauté, le podcast et tout, parce que j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions, mais aussi, je voulais pas me sentir seul. Je voulais tellement faire partie de cette communauté. Et voilà, j'ai essayé de créer quelque chose, mais tu vois, parfois, si je pousse la métaphore, si j'exagère, et peut-être que certains d'entre vous vous retrouvez là-dedans, mais tu sais, au collège ou au lycée, moi, personnellement, je faisais pas partie des cool kids. Ah, pareil. Ah là, c'est horrible. Tu vois, et là, ben, quelque part, d'être dans cette sorte de communauté non, t'es dans le game. Ouais, c'est ça. Toi, en plus. Ouais, tu vois. Est-ce que c'est ce que tu as dit, Victoria, que j'avais trop aimé sur ta petite promo du Patreon sur l'épisode de Tom, où tu disais, ben, tous les punks, tous les autres punks bisounours de l'interweb, ils sont là, tu vois. Et il y a vraiment ce truc-là, quelque part. Mais c'est génial parce que même dans mes études supérieures d'illustration et tout, personne me prenait au sérieux. Et là, au final, on n'a pas besoin des autres. Et vu qu'on est entouré de bonnes personnes qui peuvent nous conseiller, ça change des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Donc ça fait du bien. Ouais. Moi, si je pouvais donner un encouragement à chacun, c'est de créer ce que vous n'avez pas eu. Et il existe des tonnes d'exemples autour de nous. Quand vous voyez quelque chose qui marche, souvent quand on va creuser l'histoire, c'est un manque. Il y a eu un moment donné un manque dans l'histoire de la personne. Ça n'existait pas, donc je l'ai fait. Et voilà, je l'ai fait. Et c'est en ça qu'il y a tout l'aspect un peu introspectif que j'essaie d'encourager sur le podcast, c'est aller voir vos manques. Et le truc, c'est que évidemment, personne n'a envie de faire face à ces manques parce que quelque part, ça fait bobo. On se dit genre non, j'ai pas envie d'aller voir ça, j'ai pas envie de reconnaître que j'ai ce manque-là, que j'ai cette faiblesse, j'ai cette fragilité, j'ai cette chose que j'assume pas du tout dans mon histoire. Mais en réalité, si on les regarde, on peut du coup, si on le veut, créer une solution. Et une fois que tu as trouvé une solution, tu le partages aux autres quelque part. Tu plantes un arbre, ça porte du fruit. Et puis quand les autres profitent et mangent tous les fruits, c'est genre vous prenez une graine et allez la planter à votre tour, tu vois. Et du coup là, ça veut dire qu'il y aura à manger pour tout le monde. Ouais. Et je veux dire. C'est ce que t'as fait avec ta BD, Victoria. T'es allé à un événement. Oui. Et t'es sortie de ta grotte. Exactement. Tu t'es mis c'est vrai, à nu et ta BD est sortie. Oui. Oui, et en plus, du coup, je l'ai fait naturellement, alors que, comme je disais, tu peux échafauder des plans, des stratégies pour arriver à tes fins. Et puis il est 7h du soir, tu dois aller à une soirée ou manger au resto, et hop, on te prend sans que tu te sois préparé à te poser des questions, et tu réponds, et c'est là que t'es dans le vrai, quoi, et c'est là que ça marche. Je pense que c'est le moment aussi où t'es en accord avec toi-même, vraiment. Exactement, en fait. C'est souvent ce qu'on cherche à chercher, je pense, ce qu'on cherche à produire malgré nous, quoi. Mais en fait, c'est un peu le truc où, personnellement, j'ai mis énormément de temps à le comprendre, et je sais pas vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu de l'instinct, ou c'est un peu instinctif, ça se fait tout seul, presque. C'est pas si c'est avec les années ou avec le fait de se laisser un peu tranquille. Il y a ce côté où faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et ça a un déclic, quoi. Comme avec ta BD. Mais c'est fou parce que je serais pas avec vous là aujourd'hui si je m'étais pas poussée au cul pour aller au live à la soirée. Parce que au final, j'avais un peu peur, j'ai hésité à y aller, et au final, j'ai fini par discuter 2 heures avec Jérémy dans le froid après le. C'est vrai. C'est fou. Et puis là, on est là tous les 4 à parler. Enfin, c'est juste un choix que j'ai fait de y aller, même si j'étais timide, et d'aller parler à Jérémy alors que j'avais peur. Mais c'est en ça que, voilà, de nouveau, everything is connected, tu vois. Moi, je pense que tout découle
de cette fois où je suis allé à un Meet the Talent au laptop en 2014, où j'ai répondu à une invitation où on pouvait présenter son travail. C'était sponsorisé par Adobe. Il y avait des tueurs qui présentaient leur boulot. Moi, j'étais tout nouveau. J'ai présenté mon taf. En rétrospective, c'était un peu mignon par rapport à ce que, entre guillemets, gros guillemets, ce que je fais aujourd'hui et par rapport aux autres. Mais j'y suis allé. J'ai rencontré des gens. Suite à ça, X années plus tard, par exemple, Alexandre Sobrier, je lui renvoie toujours l'ascenseur parce que c'est lui qui a créé Exquise Esquisse et c'est lui qui a incarné pour moi le fait que c'était possible. C'est lui qui m'a invité sur le podcast. Avant Alexandre Sobrier, c'est Franck de Adobe qui avait vu un truc que j'avais partagé sur Twitter. Il était là aussi à The Meet the Talent en 2014. Et puis, je sais pas, 3-4 ans plus tard, il m'invite à faire une masterclass. Là, il me dit, tiens, tu connais Exquise Esquisse? Non, je recommande. Et puis, hop, Alexandre Sobrier. Et puis, l'une chose amène à l'autre. Et puis, Alexandre me montre comment c'est possible. Peut-être que moi aussi, je pourrais faire un podcast. Et puis, il y a une personne dans les Patreons qui était aussi à ce Meet the Talent là. Enfin, tu vois. Et le truc, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est ça que je disais tout à l'heure quand j'en perds pas une. C'est que quelque part, tu te rends compte que tout peut servir à un moment donné, et même les bourdes peuvent servir. Mais il y a parfois, des moments de turbulence, et quelque part de pas lâcher, ou peut-être de lâcher justement dans les moments de turbulence. Et en fait, parfois, ça demande juste, comme tu disais, Lucille, d'oser, de sortir, et pas avoir d'attente, et puis voir ce qui va se passer. Puis Laurent, il en parlait aussi dans son Meet the Talent. Je crois c'était Meet the Talent ou son live Adobe qu'il est sorti de sa grotte et quand il est arrivé à Paris, et puis après ça a débouché sur des choses plus grandes. Mais c'est fou comme ça commence tout de là. Enfin, quand je t'ai rencontré, Jérémy, je crois que je venais de décider de sortir plus. Ouais. Ça fait 10 ans que je suis à Paris. J'ai toujours été directeur artistique ou illustrateur. Et en fait, ça faisait 5 ans que j'étais freelance. À l'époque, c'était 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Et je commençais à en avoir marre d'être un peu seul et je trouvais plus de motivation. Ouais. Et je me suis forcé à sortir. Et vraiment, en l'espace de 3 mois, je crois, le premier jour, je t'ai rencontré à une expo. Ça m'a fait glisser à Meet the Talent. J'ai rencontré Pauline Thomas. J'ai rencontré Mike Stefanini. On m'a invité à faire le prochain Meet the Talent. En fait, je suis sorti 3 fois. Et j'ai fini 2 mois plus tard à faire un live Adobe aussi. Enfin, et juste de se lâcher, d'aller parler aux autres, de rencontrer du monde, c'était vraiment là. Bon, en même temps, là, on dit ça en temps de confinement, donc les gens doivent être bien deg. Oui, mais mais ça reviendra. Pas une excuse. Venez sur Patreon. Patreon, Discord, et puis quand on pourra ressortir d'y aller, tu vois, il y a vraiment pas de secret. Et tu vois, c'est la loi de l'attraction. Enfin, quelque part, tu y es allé et puis t'as attiré les choses vers toi. Et moi, dans toutes les périodes qui est parfois plus compliquées professionnellement et économiquement, la simple action de sortir de chez soi et de se pointer au lieu de rendez-vous où les créatifs se retrouvent, même si tu te prends des vents, même si t'es pas dans le truc, même si t'es enrhumé, même si je sais pas quoi, en fait, tu augmentes le niveau de probabilité que quelque chose puisse se passer. Et quand quelque chose se passe, moi, j'essaie toujours de m'intéresser à l'autre. Tu vois, de pas essayer de pas essayer de vendre n'essaie pas de vendre ton produit ou moi je, mais d'être vraiment dans l'échange. Et là, il y a de la magie humaine qui se crée. Et puis aussi de choisir les endroits où on se retrouve, tu vois. Toi et moi, Johan, on s'est rencontrés à Maison Tangible, qui est tenue par Aurélien, Big Up Aurélien, que j'ai déjà reçu 2 fois sur le podcast. J'adhère beaucoup. Ah, bonjour. C'est chez moi, pardon. Okay. J'adhère beaucoup à ce que fait Aurélien. J'aime beaucoup ce que fait Maison Tangible et j'ai choisi mes petites bases, en fait. J'ai choisi mes bases. Il y a comme ça 2-3 galeries à Paris où je me retrouve dans l'ADN. Et pourquoi se forcer à être sur tous les fronts et à s'éparpiller quand en réalité ça fait aussi partie, quand on apprend à se connaître, tu sais ce qui te fait du bien, ce qui te fait pas du bien, les milieux et les gens qui te font du bien et ceux qui te font pas du bien. Pourquoi aller se faire du mal là où ça te fait pas du bien? C'est clair. C'est sûr que c'est pas la même ambiance à Maison Tangible que chez Perrotin, quoi.
C'est pas pareil. Ah bah, tu vois, je connais même pas Perrotin. Perrotin, c'est juste une très grande galerie, mais du coup, c'est très huppé. Ah, d'accord. C'est juste que j'ai été voir une expo, un peu avant c'était, je crois, en fin de l'année dernière, de Daniel Arsham, je sais pas si vous connaissez, et du coup, c'est un très grand artiste américain, et c'était pas la même ambiance, quoi. C'était très, voilà. Ouais. On a de la chance là-dessus, c'est que le milieu de l'illustration est un milieu quand même majoritairement bienveillant. Oui. C'est vrai. Et je pense que c'est assez spécifique au milieu de l'illustration. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a attiré. Victoria est toujours avec nous? Oui, je suis là, je vous écoute. Ah, ok. Pardon. T'as pas été ouvrir la porte? Non, j'ai pas été ouvrir. Suspense. Posez le paquet là devant la porte. Et après, pour les gens qui n'habitent pas à Paris, rien n'empêche de créer vos événements, louer, je sais pas, un petit front de magasin et faire un petit festival de l'illustration. Oui, parce que ça prend du temps, mais faut pas non plus se cacher derrière le fait de pas habiter à Paris pour ne pas sortir, etc. en ce qui me concerne, moi, je vis donc entre Annecy et Genève, donc pas du tout à Paris, mais je m'y rends assez régulièrement. Et Sens Créatif, quand je me suis mis dans les Patreons, donc je vous ai rencontré au pique-nique, je suis venue à Paris vous voir, et c'est fou aussi qu'aujourd'hui, là, on est tous les 4 à discuter, et on s'est pas vu depuis des semaines, on va sûrement pas se revoir tout de suite, et on est quand même là ensemble, on discute toute la journée sur divers réseaux sociaux ensemble, quoi. Ouais. Et je vous ai pas rencontré à une expo, etc. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que on n'est pas tous avec vous à la capitale, il y en a plein qui résonnent partout. Et pourtant, tu nous rassembles quand même, quoi. Ouais. Vraiment, ça me... C'est un peu une secte, en fait. Voilà. C'est carrément Une secte bienveillante. C'est ça. Les gifs, des fois. Non, mais créez vos sectes bienveillantes. Non, en fait, non, pas des sectes. Pas les sectes. Non, mais ouais. On peut bienveillant. Je pense que c'est plus simple pour les Parisiens quand même si c'est fatigant, malgré tout, de toujours se sortir et être à tous ces événements. C'est parfois pas vous donner la tête en premier. C'est clair. Mais c'est sûr que de créer des espaces des points de ralliement comme le podcast ou autre ailleurs, c'est, je crois, important. Et moi, mon but, c'est presque juste d'encourager les autres à faire pareil, tu vois, mais faites-le à votre sauce, à vous, et pas essayer de faire comme moi, mais essayer de faire comme vous, et du coup, pour les créatifs qui habitent ailleurs, et puis peut-être le Discord, c'est un peu une sorte de laboratoire. Après cet épisode, tous les gens ils vont dire bon, le Discord, il faut qu'on aille voir. Trop de bouche à nourrir. Ouais, c'est ça. Mais ouais, vous faites ça trop bien. Et puis big up à toi aussi, Lucille. Franchement, à chaque fois que vous t'accueilles les gens. Chaque personne est accueillie par Lucille et Laurent. Ça, c'est ouf. Une petite fanfare et tout, c'est... Avec des arcs-en-ciel et des gifs et tout. Exactement. Mais Laurent m'aide beaucoup, hein, c'est vrai. Surtout Laurent. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est très cool parce que j'en profite pour parler aux oiseaux de nuit. Moi, je travaille souvent la nuit et Laurent est toujours là. Il y a tout le temps des gens avec qui on peut parler un petit peu. Et ça, je kiffe. Parce que j'avoue que je travaille tout seul pour être dans le calme, mais pouvoir parler à des collègues illustrateurs, c'est très cool. Exactement, un coworking de nuit. Énorme. On est tous ensemble dans notre bureau, mais séparés. Ouais. Et je soupçonne pas, tu vois, tout ça. Je le savais pas, tu vois. Moi, je suis pas du tout un oiseau de nuit, donc c'est cool à entendre. Bon. Voilà. Ouais, je sais pas si on a encore des questions en stock. Parce qu'on on a abordé beaucoup de sujets. On en a plein. Mais allez-y, j'ai fait mes... soyez dans l'organique, le feeling, tu vois. Il faut rien forcer. Ouais, moi, le feeling, c'est bon. Enfin, je trouve qu'elles sont mieux, c'est mieux ce dont on a parlé que... Oui, je pense aussi. Enfin, en tout cas, on a touché un peu toutes les questions en vrai. Ouais, on a tourné autour.
C'était intéressant et je pense que moi, ma curiosité est rassasiée. Allez. Merci de vous être prêté au jeu. Franchement, c'était hyper cool. Merci à toi de nous avoir invités. C'était un super moment. C'était super top. Ouais. C'est très cool. Ouais, je vous laisse terminer. Hein. Ouais. Merci Jérémy. Merci Jérémy d'avoir été l'invité de ton propre podcast. Merci. Pris d'otage par les Patreons. C'est ça. Oui, merci Jérémy. Et je suis super contente qu'on t'ait un peu eu avec la première question auquel tu t'étais même pas préparé. Ouais, je m'étais dit, faut que je m'y prépare et puis ça m'est complètement sorti de la tête. Elle est pas facile cette question au final. C'est tant mieux que tu te sois pris au jeu comme ça, comme tes invités. Ouais. Puis on s'était dit que si on la posait pas, ce serait un peu étrange. C'est vrai. Pas dans l'ordre des choses. Mais oui, c'est ça. Alors merci. All right. Merci beaucoup. Merci à vous. Bisous les auditeurs. Bisous. À bientôt sur le Discord. C'était notre discussion avec Jérémy Kleiss. Merci Jérémy pour ton honnêteté et ta bienveillance habituelle. C'était un plaisir de pouvoir échanger sur tous ces sujets. Merci également à tous les Patreons qui nous ont envoyé leurs questions. Nous espérons vous avoir bien représenté et que cet épisode spécial vous aura plu. Et si vous aussi vous avez passé un agréable moment, alors pourquoi ne pas lui dire directement en suivant Jérémy sur les réseaux sociaux et en lui laissant un petit message, ça le fera kiffer. Et puis à mon tour de remercier Lucille Faroni, Johan Quintard et Victoria Ducruet. Merci d'avoir organisé et mené à bien cette interview. Pour découvrir leur univers respectif, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Promis, vous allez en prendre plein les yeux. Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, je vous invite à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à vous inscrire à ma newsletter. C'est là que je partage mes petites réflexions du moment, ainsi que des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur, des trucs rigolos, ainsi que des bons plans. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler à vos amis, à me laisser quelques étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast et à rejoindre la communauté Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Et oui, vous en avez eu un petit aperçu en écoutant notre discussion. La communauté Sens Créatif, c'est ça, des discussions de ce genre et à plusieurs, on en a plein tous les jours. Que ce soit sur le Discord du podcast qui est ouvert à tous ou dans le groupe WhatsApp privé des Patreons, les rencontres et les discussions vont bon train. C'est beau, c'est stimulant, ça encourage et ça nous permet à tous de prendre de la perspective et de se sentir moins seul. We're in this together! Donc voilà, devenir Patreon, c'est soutenir financièrement le podcast, certes, mais surtout, c'est rejoindre une communauté grandissante et bienveillante de créatifs qui s'encouragent, s'inspirent et échangent les uns avec les autres. Et ça fait toute la différence. Pour rejoindre le Patreon ou le Discord, retrouvez les liens dans les notes de cet épisode. C'est le dernier épisode de cette saison 2, et oui, je sais, ça passe vite, j'espère que Sens Créatif vous a régalé cette année. Moi en tout cas, j'ai fait des tonnes de magnifiques rencontres, j'ai adoré échanger avec vous, j'ai appris plein de choses qui m'ont permis d'avancer, et pour cela, j'aimerais vous dire merci. Merci de suivre ce podcast, merci pour vos encouragements, merci pour votre soutien, big up à la communauté Sens Créatif et notamment au Patreon. Vous gérez le steak, c'est moi qui vous le dis. Bref, de loin comme de près, merci à vous tous, auditeurs de ce podcast. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un œil sur ses réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous en janvier. Eh bien oui, pour la reprise de la saison 3. Croyez-moi, je vous concocte une nouvelle saison aux petits oignons. Des idées pour 2021, c'est pas ce qu'il me manque. Mais avant de découvrir tout ça, il est temps de se dire au revoir et de s'offrir un petit break de quelques semaines. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et d'ici là, surtout, restez créatifs. Ciao, ciao.